Bonjour et bienvenue dans les 4V, Édouard Philippe. Bonjour Thomas Soto. Avant de parler du présent et peut-être de l'avenir, on va regarder un peu dans le rétroviseur, de parler de ce que vous avez fait quand vous étiez à Matignon pendant la crise du Covid. Vous avez été placé, Édouard Philippe, sous le statut de témoin assisté par la Cour de justice de la République pour, je cite, mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre, et ce donc dans le cadre de votre gestion de cette crise sanitaire. Comment vivez-vous cette situation, Édouard Philippe ? Écoutez, je ne suis pas là pour expliquer comment je vis une situation. Il y a un certain nombre de plaintes qui ont été déposées. Ouais. Il y a des magistrats qui instruisent. Et moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que tous ceux qui étaient placés sous mon autorité, les membres de mon gouvernement, les collaborateurs de mon cabinet et tous ceux qui, dans l'administration, ont fait pendant cette crise de leur mieux, soient blanchis des accusations qui sont portées contre eux. Il y en a une qui ne le vit pas bien, ces accusations, c'est votre ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle a été mise en examen par cette même CJR et visiblement, elle en a gros sur le cœur. Elle trouve ça très injuste parce qu'elle dit que... Elle a raison, c'est très injuste. Oui, c'est très injuste. Bien sûr. Elle dit qu'elle avait prévenu tout le monde, qu'elle vous avait prévenu, qu'elle avait prévenu le chef de l'État, que personne ne l'a écouté, qu'elle vous envoyait des textos, qu'elle n'a pas eu de réponse. Alors c'est toujours facile de refaire le match après coup. Je ne suis pas là pour refaire le match. D'abord, vous comprendrez très bien que dans une procédure judiciaire dont je suis parti, si j'ose dire, à laquelle je suis parti, je ne vais pas faire l'instruction sur le plateau. Il y a des gens qui adorent ça, ce n'est pas du tout mon genre. Ce que je sais, ce que je peux dire, c'est plusieurs choses. D'abord, que Agnès Buzyn a pris très au sérieux cette crise dès le début. Et elle a raison quand elle dit qu'elle a probablement vu avant beaucoup de gens ce qui était susceptible de se passer. Et est-ce que vous avez négligé ces avertissements ? Attendez, la deuxième chose, c'est que lorsque moi j'étais Premier ministre et qu'elle était ministre, et d'ailleurs elle le sait très bien, et elle le dit, à chaque fois qu'elle évoquait un sujet, une décision à prendre, je l'ai mise en œuvre. À chaque fois. À chaque fois. Donc vous n'avez pas négligé ces avertissements ? Absolument pas. Et elle le sait parfaitement d'ailleurs. Et, voilà. Et donc moi, mon objectif, c'est de montrer, non pas du tout que nous avons tout bien fait. Aucun pays n'a tout bien fait, je vais vous dire. Aucun responsable politique ne peut dire « Regardez, j'ai tout bien fait ». C'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ni pour Agnès Buzyn, ni pour Olivier Véran, ni pour moi, ni pour aucun des collaborateurs qui ont travaillé avec nous, il y a d'infraction de caractère pénal. Et c'est ce que je veux démontrer. C'est l'objectif de mes interventions et vous comprenez en réponse aux juges. qu'elle prenne la parole comme ça, Agnès Buzyn, ou pas ? Écoutez, ça, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Ouais. On est quand même dans un pays Mais où vous quand lui en les gens ont voulez envie de ou pas ? s'exprimer, pas Oui. du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais toujours exprimer mon soutien et je le ferai toujours. Au-delà de votre cas et de cette affaire, certains s'inquiètent de voir la justice vouloir se payer les politiques. Est-ce que c'est un risque qui existe aujourd'hui dans notre démocratie ? D'abord, commençons par dire l'essentiel. Les responsables politiques, les parlementaires, les membres d'un gouvernement ne sont pas au-dessus de la loi. Jamais. Et donc, il n'est pas anormal que dans l'hypothèse où ils commettent des actes qui seraient contraires à la loi, leur responsabilité puisse être recherchée. Et je n'ai jamais pensé le contraire, et je le dis avec clarté. Ce qui ne doit pas arriver, me semble-t-il, c'est que les responsables politiques fassent le travail des juges, ou que les juges exercent une forme de contrôle sur la responsabilité politique des élus. Voilà. Là, il y a un risque aujourd'hui ? En vérité, il y a toujours un risque. Et c'est d'ailleurs à la fois un problème de constitution, d'institution, mais c'est aussi un problème de retenue et de conscience démocratique. Donc, oui, il peut y avoir un risque, mais encore une fois, moi je le dis, et j'ai eu l'occasion de le dire aux magistrats, je ne cherche pas à échapper aux questions qu'on me pose, je ne cherche pas à me défausser sur quiconque, j'étais le chef du gouvernement, et j'assume toutes les responsabilités prises par l'ensemble des membres de mon gouvernement. Et je vais vous dire, Thomas Soto, c'est ça être un chef. Un chef, ça ne se défausse pas sur ses subordonnés, jamais. Des militants écologistes ont prévenu qu'ils allaient retourner sur le chantier de la méga-bassine de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Pour qualifier les manifestants les plus radicaux, Gérald Darmanin a employé une formule dimanche soir. Il a dit « ce sont des éco-terroristes ». Il veut dire quoi pour vous ce mot ? Je ne vais pas faire l'exégèse de la pensée de Gérald Darmanin. Je pense que... Non, mais éco-terroriste, c'est un mot... Je pense que le ministre de l'Intérieur a raison de dire que les manifestations qui n'avaient pas été autorisées se sont déroulées dans un contexte d'une très grande violence, avec des gens qui manifestement étaient venus pour provoquer. Je ne dis pas que tous étaient venus pour être violents. Ce serait facile si
tout était bien ou tout était mal. La vérité, c'est qu'il y avait au sein des gens qui sont venus manifester, des gens qui étaient là pour provoquer et des gens qui étaient fondamentalement là pour être violents. Bon, et le ministre de l'Intérieur, il doit décrire la réalité. Vous l'auriez utilisé, ce mot d'éco-terrorisme. Chacun utilise ces mots. Et vous voulez que je vous dise ce qui est le plus insupportable dans cette affaire? Pardon, je ne veux pas donner le sentiment de m'énerver, je ne m'énerve jamais. Non, mais je vous en prie. Mais ce que je trouve agaçant, c'est que vous me posez la question sur un mot, c'est important les mots. Mais vous ne me posez pas la question sur les faits, c'est quand même beaucoup plus important les faits. Comme disait l'autre. C'était la question d'après. Très bien. Si vous le permettez. Passons immédiatement à la question d'après, alors si vous voulez bien. Vous voulez, les faits, les faits, ils sont têtus. Ouais. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? C'est ça. C'est quoi la politique de l'eau? Vous avez, dans ce département des Deux-Sèvres, depuis longtemps, une réflexion qui est engagée sur comment est-ce qu'on utilise l'eau. Et c'est une question vachement sérieuse, qu'il faut prendre très au sérieux. Parce que pour beaucoup de Français, pour moi, quand j'étais petit, et même maintenant, il se trouve que je suis normand. Alors, la pénurie d'eau en Normandie, on a du mal à la concevoir. Je me moque pas. Encore que. Et la qualité de l'eau est un sujet absolument essentiel. Les usages concurrents, la préservation de la ressource, tout ça sont des questions extrêmement sérieuses. Vous voyez, je suis venu ici avec une revue, la revue du parti politique que j'ai fondé, Horizon. Et dedans, tout le prochain numéro est consacré à l'écologie. Absolument. Et dedans, il y a un article. Vous êtes en train de vous convertir. Non, c'est pas une question de conversion, c'est pas une religion. C'est un sujet d'aujourd'hui. Et c'est un sujet vraiment important. Il y a une prise de conscience chez vous sur l'écologie. Je termine. Dans cette revue... Vous allez permettre que je vous pose une ou deux questions de temps en temps? Absolument. Et d'ailleurs, j'y répondrai. Mais je voudrais terminer mon idée. Dans cette revue, il y a un article entier de la présidente du département de la Charente-Maritime qui explique ce que c'est qu'une politique de l'eau. Préservation de la ressource. Économie dans l'utilisation de la ressource. Constitution de réserve aussi pour faire en sorte que les usages agricoles soient permis. Je trouve que ces questions-là sont beaucoup plus fondamentales dans notre époque que les interrogations et les postures et les polémiques sur des mots. Oui, sauf que ça dit quelque chose de l'État. Ça dit peut-être quelque chose de l'État de notre société, Édouard Philippe. C'est vrai. Ce degré de tension que les manifestations dégénèrent quasi systématiquement. Et cette capacité qu'ont certains à mettre en cause systématiquement les décisions qui ont été prises, qui ont été discutées, qui sont conformes à la loi, ce qui est le projet, cette retenue, elle a fait l'objet de discussions, elle a fait l'objet d'accords, elle a fait l'objet de recours, qui ont tous été rejetés. Et pourtant, certains disent... Il y a des écologistes non violents qui disent ça va pas, on peut pas aller chercher l'eau dans les nappes phréatiques. On va avancer un tout petit peu, si vous voulez bien, et je voulais vous reparler de Gérald Darmanin parce que... On va toujours chercher l'eau dans les nappes phréatiques. Oui. La question, c'est de savoir... la quantité. Oui, c'est la quantité. Et dans ce projet... Avec la sécheresse, elles sont moins pleines. Et dans ce projet, on pompe de l'eau en hiver, pour ne pas la pomper en été. Et franchement, je trouve que ça se prend au sérieux, ça se regarde avec attention, et ça n'est pas un... Vous voyez, c'est un projet qui a du sens, qui a été discuté avec les agriculteurs, avec les élus, avec les associations. Je ne vois pas en quoi il y a de l'espace sur ce dossier pour de la violence à destination des forces de l'ordre. Franchement, ceux qui font ça, moi je vais vous dire mon sentiment, ils desservent la cause qu'ils pensent défendre. Les forces de l'ordre. Gérald Darmanin est empêtré dans sa réforme de la police. Il fait face à une sorte de front, d'une défiance inédite de la police judiciaire. Vous avez connu, vous, quand vous étiez Premier ministre, des dossiers qu'on bloqué comme ça, des crises. Qu'est-ce qu'il faut faire quand un projet de réforme passe mal comme ça? Est-ce qu'il faut le retirer? Je suis vraiment pas là pour donner des leçons. C'est pas des leçons? Non, mais voilà. Ce que je sais, c'est que... Écoutez, si je regarde le dossier d'un petit peu, peut-être pas plus haut, mais d'un petit peu plus loin, je constate que depuis quelques années, depuis 2017, on accorde des moyens supplémentaires massifs à la police nationale. Et on a bien raison. Mais je ne crois pas que l'ensemble des services de police fonctionnera mieux seulement avec des moyens supplémentaires. Je pense que nous devons aussi, et le ministre a raison, de se poser des questions relatives à l'organisation de la police, à son mode de fonctionnement. Et ce qu'il est en train d'envisager, c'est une réforme de l'organisation d'un service de police, en l'occurrence la police judiciaire, ou plus exactement de l'ensemble des services de police, et la police judiciaire est compris dans cet ensemble. Exactement. Bon, je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Alors écoutez ce que disent les policiers qui servent dans la police judiciaire, écoutez ce que disent les magistrats, écoutez ce que disent... a beaucoup d'importance, et je crois qu'il faut le faire. Au Havre, il y a un certain nombre de ces fonctionnaires de police qui ont manifesté. Alors, ils l'ont fait à leur manière parce qu'ils ont un statut qui ne leur permet pas de faire. Mais il faut les écouter. Et je crois d'ailleurs que le ministre les écoute. Mais il faut aussi avancer. Et donc, il y a une discussion parlementaire qui va avoir lieu. Elle a déjà commencé d'ailleurs au Sénat. Et d'ailleurs, le Sénat, j'observe, le gouvernement n'y a pas la majorité. Mais le Sénat a approuvé de façon très large le texte en première lecture.
Il y a une discussion qui va se poursuivre. Moi, je pense que c'est important que cette discussion parlementaire ait lieu, qu'on écoute ce que nous disent les professionnels, mais qu'on avance parce qu'on ne s'en sortira pas avec un statu quo généralisé sur tous les sujets. Vous avez utilisé un mot qui est important, c'est le mot majorité. Avec cette majorité relative à l'Assemblée pour le gouvernement, une mécanique qui se met en place, 49.3, motion de censure, 49.3, motion de censure, 49.3, etc. Est-ce que cette situation est tenable sur la durée pour le gouvernement, Édouard Philippe ? Elle n'est pas agréable, hein. Oui, ça c'est une chose, mais est-ce qu'elle est tenable ? Elle n'est pas agréable pour le gouvernement. Je ne suis même pas sûr qu'elle soit très agréable pour les parlementaires. Alors, pardon, on n'est pas là pour parler de leur plaisir ou de leur confort. Non, la question c'est est-ce que ça va bloquer le pays pendant 5 ans ? Je ne crois pas que ça bloque le pays. D'ailleurs, on ne peut pas tout avoir. Le 49.3, c'est justement un instrument qui permet de ne pas être bloqué. Sur le budget, mais après, ils ne pourront pas l'utiliser une fois par session. Ensuite, il faudra discuter, comme l'a commencé à le faire Elisabeth Borne, et d'ailleurs, elle l'a fait, je crois, avec évidemment beaucoup de sérieux, ça on la connaît, mais aussi beaucoup de talent et beaucoup d'envie d'essayer de créer sur chaque texte des blocs majoritaires ou des... Est-ce qu'il faut une alliance avec LR, avec les députés LR ? C'est ce que semblait demander Emmanuel Macron, ce que demande aussi Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Je l'ai dit en juin. Je parle peu à la télé, vous le savez. Oui. En juin, j'ai dit qu'il me semblait que, compte tenu du vote des Français, il y avait évidemment nécessité d'envisager une discussion, et une discussion politique transparente. Hein. Ce n'est pas un accord d'arrière-cuisine, pour faire en sorte qu'il puisse se constituer un bloc majoritaire qui s'entendrait sur 3, 4, 5, 6 sujets essentiels sur lesquels on peut se mettre d'accord, et qui assumerait au fond cette coalition, en fait, qui fonctionnerait comme fonctionnent toutes les démocraties parlementaires du monde, toutes fonctionnent comme ça. Alors, est-ce qu'il faut que nous, on se singularise par le fait que, alors même que nous sommes un régime parlementaire, nous ne voudrions pas respecter les règles du jeu parlementaire? Je ne crois pas. Donc oui, je suis favorable à ça, bien sûr. Il y a la réforme des retraites qui va arriver aussi. Alors vous avez vu cette phrase dans Le Parisien il y a quelques semaines. Vous évoquez un âge légal à 65, 66, 67 ans. Évidemment, vous ne lâchez pas ce chiffre par hasard. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait dire les choses plus clairement aux Français? Dire il va falloir travailler beaucoup plus longtemps. J'essaie de le dire clairement, et j'observe qu'un certain nombre de gens s'obstinent à ne pas retranscrire mes propos de façon claire. Tous les pays d'Europe, tous, qui sont confrontés au même problème de vieillissement et d'équilibre du système des retraites, ont choisi de faire travailler leur population active plus longtemps. Je pense qu'aucun d'entre eux ne l'a fait par plaisir. Mais tous l'ont fait. Et quand je cite... ou d'idéologie à s'acharner sur un... Pourquoi ne pas rallonger la durée de cotisation? Ceux qui commencent tôt partiront plus tôt. Si vous voulez que ce soit clair, juste se termine. Parce qu'il reste une minute en fait. Eh bien c'est pas grave, on va quand même y aller. Tous les pays qui l'ont fait en augmentant la durée du travail dans la vie pour les gens, tous. Et je cite, tous les pays d'Europe l'ont fait, parfois en 65, 66, parfois 67. Moi, si on va à 65, ça me va très bien. Ce qui m'intéresse, c'est pas de réduire la question des retraites à l'âge légal de départ. Ce qui est important, c'est de concevoir un système et de réformer un système pour qu'il soit équilibré dans la durée, qu'il ne fasse pas peser sur ceux qui travaillent plus de cotisations et qu'il ne diminue pas les pensions de ceux qui ne travaillent plus, qu'il soit un petit peu plus juste. Et franchement, on peut faire quelque chose de plus juste en France. Bref, une réforme complète. Olivier Dussopt est en charge de la discussion, de la concertation. Et moi, j'attends avec impatience que cette concertation s'achève et qu'on puisse aller vers un système qui soit équilibré dans le futur et qu'on puisse passer à autre chose parce que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'action publique. C'est bien que vous parliez d'Olivier Dussopt parce qu'on apprend ce matin qu'avec Gérald Darmanin, ils veulent créer un titre de séjour des métiers en tension pour l'immigration. C'est une bonne idée, ça? Oui, d'ailleurs, quand j'étais Premier ministre, j'ai dit que je trouvais que c'était une bonne idée. Je pense qu'on peut en effet utiliser au mieux les compétences d'un certain nombre d'étrangers qui sont en France ou qui veulent venir en France, et des compétences dont on a besoin. On voit qu'on a un marché du travail tendu, on voit que sur un certain nombre de spécialités, on a même des besoins qui sont très forts. Je pense que c'est plutôt une bonne direction. L'immigration, c'est un bouc émissaire ou c'est un vrai problème aujourd'hui en France? C'est un vrai sujet. C'est un sujet qui intéresse et qui inquiète parfois les Français. Donc il faut le traiter sérieusement, calmement, sans tomber dans les postures, sans tomber dans les caricatures, mais sérieusement et de façon équilibrée. Je trouve que ce que essaient de faire Gérald Darmanin et Olivier Dussopt me paraît relever de cet équilibre. Merci beaucoup à vous, Édouard Philippe. Merci d'être venu dans les 4V. Encore beaucoup de questions, il faudra revenir.